Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. C'est Patrick qui va commencer à nous parler du partage du capital. Alors, en effet, c'est un sujet qu'on a déjà traité. Vous en souvenez peut-être pour ceux qui nous suivent depuis le tout début, c'était la 18e chronique en 2020 qui s'intitulait Ne payez pas le talent en capital. Et là, on va reprendre un petit peu de hauteur parce que payer le talent en capital, c'est une erreur. Vous le savez, c'est dans la chaîne, vous le retrouverez, cette chronique, et vous verrez d'ailleurs comment peut-être avec le temps, on s'est un peu amélioré sur le fond comme sur la forme. Euh, mais aujourd'hui, prenons donc de la hauteur et nous allons voir dans cette chronique que partager le capital, c'est une catastrophe majeure et malheureusement trop fréquente. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien, on verra ce que représente le capital pour un entrepreneur, enfin le capital de son entreprise bien sûr. On verra quelles sont les raisons éventuellement qu'on peut avoir pour partager le capital. On verra quelles sont les erreurs fréquentes qui vont être commises et nous, on va vous raconter parce on en a vu vraiment beaucoup. On parlera du prix qui est assez lourd à payer pour l'erreur que nous pensons que ça représente et on verra quelles sont les solutions alternatives. Alors d'abord, un cas concret de cette semaine, hein. Vous savez que nous faisons de l'accompagnement d'entrepreneurs depuis 1996. On a vu des centaines de cas similaires à celui-là, mais cette semaine, c'est revenu. Et donc, on a un entrepreneur une jolie entreprise, très rentable, et qui est très irrité par le comportement de ses trois associés, qui ne délivrent pas la valeur qu'il attendait, mais qui ont en plus des exigences déraisonnables. Alors, c'est toujours intéressant quand l'entrepreneur s'exprime de cette façon. Et donc, vous verrez qu'on va le questionner sur la raison pour laquelle il a partagé son capital, alors que bah, visiblement, il n'est pas content. Euh, pour préciser, c'est un entrepreneur qui a aujourd'hui 53% de sa société et ses trois autres associés ont chacun entre 11 et 18%, ensemble 47%. C'est un cas qui euh, est un petit peu plus facile à gérer que deux autres cas que je mentionne, hein, qu'on a rencontrés. Et si vous êtes dans ce cas-là, faites un appel de précaution à un associé de Melsion pour en parler avec nous. C'est le cas où vous êtes à 50-50, hein, vous avez 50 et pas la majorité, et les autres associés ont 50 ensemble. Ou bien, encore pire, hein, le cas où vous avez une minorité, vous avez 30%, 40% du capital, parfois 15%, et vous avez un groupe d'actionnaires qui, ensemble, a la majorité. Ça, c'est trois cas différents. Là, on est dans le cas, cette semaine, que je prends comme exemple d'un entrepreneur qui est majoritaire chez nous. Alors, l'ambiance dans l'entreprise en ce moment entre associés, et je vais décrire l'image pour ceux qui nous écoutent en podcast. Vous voyez, c'est une table de poker à l'époque du western et les revolvers sont sortis. On voit même une main en train d'armer le revolver et de viser bah, probablement l'associé qui est de l'autre côté de la table. Et vous avez également cette pancarte qu'on peut mettre à l'entrée du conseil d'administration, hein, Check your guns at the door, c'est-à-dire déposez vos armes à l'entrée, ne rentrez pas dans la salle de réunion avec vos flingues. Voilà. Donc ça, c'est des bons conseils quand on en arrive en situation grave de conflit entre associés, comme c'est le cas avec cet entrepreneur. Prenons de la hauteur. Que représente le capital de son entreprise pour un entrepreneur? C'est une question qui est importante. Il faut s'interroger. La plupart des entrepreneurs n'ont pas de culture euh, suffisante pour répondre à cette question de façon euh, euh, précise. Et bien sûr, ici, je ne parle pas des aspects juridiques. Je ne parle pas du capital social, je ne vous parle pas du nombre ou du type d'action, je ne vous parle pas du nominal, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout dans la version juridique de ce que votre expert comptable ou votre avocat vous a expliqué quand vous avez créé la société ou quand vous pensez créer une société. Il s'agit de quelque chose de plus fondamental.
Pour un entrepreneur, le capital de son entreprise, c'est d'abord l'expression de sa liberté. Je vais laisser ça reposer tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression de sa liberté? Eh bien, en général, avec une action est attaché un droit de vote. Ce droit de vote, il permet, lorsqu'on en a suffisamment, et notamment lorsqu'on en a plus que la moitié, 50% plus une action, parfois lorsqu'il en faut pour certaines décisions, les 2 tiers ou les 3 quarts, disons que lorsqu'on en a assez, on peut décider. Alors décider de quoi? Bah, de la nomination du dirigeant. Ça a l'air d'être un détail, parce que l'entrepreneur, il imagine souvent que c'est lui qui va être le dirigeant de l'entreprise. Mais si par exemple il est minoritaire dans sa propre entreprise, il a beau être l'entrepreneur, le moteur de cette entreprise, l'ensemble des autres associés peuvent tout à fait lui demander de ne plus être le président ou le gérant et le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc la liberté de choisir le dirigeant, y compris de décider d'être le dirigeant, elle vient de ces droits de vote qu'on détient. Mais également, le droit de prendre des décisions importantes, celles qui se prennent typiquement en assemblée générale, pas seulement les questions de rémunération, mais aussi les questions de rémunération, les questions de vente ou rachat, d'une entreprise, d'une filiale, lorsqu'on veut grandir ou au contraire lorsqu'on veut, revendre un actif qu'on a, c'est parfois soumis à décision de l'assemblée générale. Là, si on n'a pas, la majorité, si on n'a pas le nombre de droits de vote requis pour que cette décision soit la sienne, eh bien, on s'en remet aux autres. Alors, au consensus dans le meilleur des cas, mais évidemment, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est quand il n'y a pas consensus, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, premier point, c'est que quand on va partager le capital, on va réduire sa liberté. Et réduire sa liberté, eh bien, c'est tout à fait antinomique avec l'une des deux grandes valeurs de l'entrepreneur. Hein. Rappelez-vous, le désir de liberté, de contrôle de sa destinée et le désir d'avoir des réalisations permanentes, perpétuelles, nouvelles, renouvelées tout au long de sa vie. Et ces deux désirs profonds, c'est la définition que nous, chez Melsion, on a de l'entrepreneur. Mais dans le capital, il y a aussi une autre dimension qui est l'outil de transfert de la valeur éventuellement créée vers le patrimoine personnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle les droits économiques à travers essentiellement deux mécanismes. Le premier, c'est le dividende. C'est décider de distribuer des dividendes, c'est typiquement une décision d'actionnaire, pas de l'entreprise. D'accord? Et l'éventuelle décision de vendre son entreprise. Hein. Vous savez qu'on est contre l'idée qu'un entrepreneur doit vendre son entreprise, mais c'est un autre débat. Certains le font et donc du coup, c'est le capital qui est l'outil de transfert de la valeur créée vers le patrimoine personnel de celui qui le détient. Et qui le détienne à travers une holding ou à titre direct, n'a aucune importance, c'est un outil de transfert de valeur. Alors, si c'est si important, pourquoi est-ce que les entrepreneurs vont envisager fréquemment de partager le capital? Eh bien d'abord, par générosité. Parce que, vous le savez, on a, l'issue d'une évolution longue, d'un apprentissage de vie en société, qui s'est construit, pendant des centaines de milliers d'années autour de la notion de clan. Et donc, pour que le clan survive, il faut absolument, qu'il y ait une forme de justice à l'intérieur, entre les membres. Et il faut notamment, qu'il y ait une forme de réciprocité entre, les gens, parce que c'est ça qui fait le ciment de la vie en commun. Et donc, la générosité, c'est une forme d'expression d'une réciprocité anticipée. Hein, je suis généreux parce que j'ai appris quelque part dans les 2 millions d'années, précédentes, mes ancêtres ont appris que finalement c'était une stratégie relativement gagnante, pour vivre en société. Et donc, mon cerveau va jouer contre moi-même et je vais me dire: «Bah, bien sûr que je vais partager». Évidemment. Par justice, c'est la deuxième grande règle qu'on rencontre sur la route. La justice, c'est de dire: «Bah, écoute, non, mais c'est pas moi qui vais créer toute la valeur, je vois pas pourquoi ce serait moi qui la garderais». Et là, l'erreur fondamentale, c'est
de penser que l'outil de partage, le bon outil de partage, c'est le capital. Alors en fait, c'est un outil abominablement mauvais pour partager, pour plein de raisons qu'on n'aura pas le temps de détailler aujourd'hui, mais dites-vous que c'est à peu près comme euh, enfoncer un clou avec un tournevis. C'est pas le bon outil. Et puis le troisième, celui qu'on rencontre vraiment fréquemment chez les gens peu expérimentés, alors on peut être peu expérimenté à 60 ans, hein, c'est pas une question d'âge, mais disons en nombre de fois où on s'est associé, c'est pour sécuriser la réussite en disposant de plus de ressources. Ah, je vais vous en lister deux, hein, des compétences, des talents, comme je le disais dans la chronique de 2020. Et donc on va être amené à dire, ah ben toi, bah, écoute, associons-nous parce que tu es commercial, tu vas ouvrir le marché, tu connais bien les clients. Moi, je suis plutôt technique, je connais plutôt la solution. Donc, entre nous deux, on a l'ensemble des compétences nécessaires ou presque pour faire une entreprise. Autre typologie, mais de l'argent tout simplement. Je vais échanger des parts de capital contre de l'argent pour développer les projets, hein. C'est tout le mécanisme du capital investissement qui démarre avec les business angels et qui se termine avec l'introduction en bourse. Eh bien tout ça, ce sont de mauvaises raisons. Et donc les erreurs fréquentes qu'on rencontre, c'est d'abord d'imaginer que chacun peut être un bon actionnaire, c'est-à-dire quelqu'un de loyal, de rationnel et de compétent. Pas compétent dans son métier, compétent en tant qu'actionnaire. Quelqu'un qui, en tant qu'actionnaire, est capable d'exercer le rôle qu'on attend d'un actionnaire, pas d'un directeur commercial, pas d'un directeur technique, euh, pas de quelqu'un qui a amené de l'argent. La deuxième erreur, c'est de surestimer l'apport qu'on va recevoir dans le futur en cédant du capital dans le présent. Et dans le cas que je mentionnais au début, c'est exactement ça. L'entrepreneur a donné 47% du capital donné. Oui, même si les gens l'ont payé, il s'est départi de 47% du capital en croyant qu'il allait recevoir en échange des choses que visiblement il n'a pas. On arrive aussi assez facilement à se convaincre qu'il n'y a pas d'alternative. Ah mais oui, mais enfin, euh, j'ai besoin d'argent, il faut bien que j'ouvre mon capital pour avoir de l'argent. Ben non, il y a plein de solutions alternatives. Et d'ailleurs, il y a quelques chroniques sur la chaîne Melsion qui vous expliquent comment faire. Se croire dans l'urgence, alors celle-là est extrêmement fréquente. Il faut que je me dépêche, il faut que je prenne les parts de marché maintenant, il faut que je sorte ma solution le plus vite possible. Bah, peut-être, peut-être pas. On est souvent le premier sur un marché parce qu'il n'y a pas encore de marché en fait. Et que ça va prendre 5 ou 10 ans avant que les acheteurs se disent, ah oui, tiens, c'est intéressant, ah ben oui, je vais le faire. Et quand vous regardez les statistiques du capital investissement et notamment du venture, évidemment que c'est très mauvais, parce que ça finance essentiellement des projets qui n'ont pas de marché en face. À l'inverse, vous regardez le classement Inc. 500, le 500 entreprises aux États-Unis avec la plus forte croissance, et vous avez que 8% de ces 500 entreprises qui ont levé de l'argent. Et la plupart d'entre elles n'ont levé que 50 000 euros. Donc, c'est possible de faire une société en hypercroissance sans avoir de capitaux extérieurs sous forme de capital. Ça ne veut pas dire qu'il y a des ressources qui sont venues accompagner la croissance, c'est juste que ce n'est pas sous forme de capital. Mais l'entrepreneur, assez facilement, va se convaincre qu'il est dans l'urgence. Eh bien, laissez-moi vous le dire, dans l'urgence, on prend souvent des mauvaises décisions. Alors, quel est donc le lourd prix à payer d'avoir ouvert son capital? Eh bien, d'abord, on se retrouve avec des gens au capital qui n'ont pas d'affectio societatis. Qu'est-ce que ça veut dire? L'affectio societatis, c'est un mot latin qui veut dire que on a envie d'être associé. On a une raison d'être associé. On, on vit sa qualité d'associé. Euh,
par conviction et pas par intérêt. Et d'ailleurs, peu de gens le savent, mais un des motifs de dissolution en France d'une entreprise, c'est la perte de l'affectio societatis. Un peu difficile à démontrer, mais en droit français, si vous pouvez démontrer que vous n'avez plus d'intérêt, d'envie commune à être associé, vous pouvez demander au tribunal de liquider la société. C'est intéressant que cette sagesse collective ancestrale nous amène à des principes qui permettraient de se désassocier. Alors un peu brutalement, je le concède, mais la simple existence de cette notion montre combien c'est important l'affectio societatis. Le deuxième prix à payer, c'est que quand on est mal associé, ben, on n'a pas de stratégie commune, pas de stratégie actionnariale commune. On n'a pas d'idée de où est-ce qu'on veut aller, non pas en tant qu'entreprise, mais en tant qu'actionnaire ensemble. Et puis, bien sûr, d'immenses insatisfactions quand le prix payé par anticipation est en décalage avec la valeur créée. Là, dans le cas dont on parle, 47% du capital entre trois mains, dont une a donné satisfaction et deux n'ont pas donné satisfaction, c'est un petit peu plus détaillé comme ça, ben, c'est beaucoup trop. Ça vous mène vers des décisions forcées. Soit la vente de l'entreprise, qui est parfois la solution pour résoudre le problème, soit des négociations de séparation compliquées. Compliquées parce que on devrait être associé pour la raison de l'affectio societatis, et donc le droit ne prévoit pas vraiment de solution simple quand on veut se désassocier. Et vous avez des associés qui sont persuadés, par exemple, que leur participation vaut des millions d'euros, alors que vous pensez que ça vaut peut-être des centaines de milliers, voire rien, parce que vous n'avez rien reçu en échange du capital euh, partagé au départ. Donc c'est compliqué dans ces conditions-là. Et là, c'est à ce moment-là que vous vous apercevez que vous avez peut-être fait une erreur de partager le capital. Donc c'est quelque chose qu'on apprend assez tardivement en tant qu'entrepreneur. Et tous les entrepreneurs ne sont pas dans cette situation-là, mais nous, on a vu des centaines de cas. Donc on peut se dire que c'est quand même assez fréquent. Alors quelles sont les solutions? D'abord, il faut partager la valeur quand elle est créée et pas a priori. Donc pas de créer des mécanismes de partage de la valeur, c'est possible, pas sous forme de capital évidemment, on va en parler, mais surtout lorsqu'elle sera véritablement obtenue, cette valeur. Sinon, c'est un jeu de dupes, dans les deux sens d'ailleurs. Il faut rester frugal dans la gestion. Ce n'est pas seulement un conseil d'Auvergnat, c'est de dire que l'argent qu'on obtient notamment par les investisseurs, il brûle un peu les doigts. On a tendance à le dépenser très très vite, en 2 ou 3 ans, parfois encore plus vite, pour aller relever de l'argent, pour redépenser encore. Et, et on est dans une espèce de course à l'échalote. On oublie qu'il faut rester frugal dans la gestion. Donc, une des solutions, c'est aussi d'offrir des rémunérations non monétaires. On n'est pas obligé de remercier quelqu'un avec de l'argent. Hein. La monnaie a été inventée pour faciliter les échanges. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres typologies de monnaie dans laquelle on peut rémunérer quelqu'un que par de l'argent. Il y aurait une chronique entière à faire là-dessus. On ne prend pas des talents qui ne se fondront pas, je les ai appelés non fongibles, qui ne se fondront pas dans la culture d'entreprise, dans les valeurs de l'équipe, dans les valeurs de l'entreprise. Erreur fréquente, erreur fréquente. Là aussi, ah, j'ai recruté un super gars, je lui ai donné 5% du capital en stock options. Non, 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 1000 fois non. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas ce que vous espérez. Et dans la plupart des cas, les 5% que vous avez proposés ne vaudront pas ce que l'autre espérait. Marché de dupes des deux côtés. Ne payez pas votre CTO si vous êtes en phase de démarrage en action.
Vous aurez probablement 3, 4, 5, 10 CTO dans la durée de vie de l'entreprise. Vous n'allez pas leur donner 5% à chacun. C'est déraisonnable. Et vous, les CTO, arrêtez de vous faire payer en action. Dans la plupart des cas, vous générez déjà le conflit qui va mettre fin à votre association en acceptant ce type de rémunération. Il y a plus malin à faire. Et puis, gérer le temps. Hein. C'est le contrepoids ou le contrepoint de l'urgence. C'est les deux, le contrepoids et le contrepoint. Hein. Si j'ai le temps, je ne suis donc pas dans l'urgence. Si je ne suis pas dans l'urgence, je prends de meilleures décisions. Donnez-vous le temps. En conclusion, eh bien, le capital ne se partage pas, ni avec les amis, ni avec la famille, ni avec les investisseurs, ni avec les salariés, ni avec la bourse. Quand on est un entrepreneur, on doit partager la valeur, mais pas par l'outil du capital. Chaque fois que vous faites ça, vous prenez une série de risques considérables, invisibles pour la plupart des gens, mais qui sont évidents pour les gens expérimentés. Les alternatives sont à la fois possibles et préférables. Hein. Notre position n'est pas de dire gardez tout pour vous parce que il n'y a que vous qui devez garder, par exemple, la valeur. Bien sûr que non. Vous ne créez pas la valeur tout seul, vous la créez collectivement. C'est le sens d'une entreprise. Le sens d'une entreprise, c'est des gens qui se mettent ensemble pour faire quelque chose, et de préférence durablement. Enfin, n'oubliez pas que de nombreux acteurs sont très intéressés à devenir copropriétaires de votre entreprise. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà été copropriétaires dans un immeuble, eh bien, pensez aux réunions de copropriétaires et à la joie profonde qu'il y a à s'écharper sur le montant des travaux et le changement de syndic, d'accord? Et imaginez ça puissance 10 dans l'entreprise, parce que les enjeux sont beaucoup plus importants. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent devenir copropriétaires de votre entreprise que vous devez être d'accord avec ça. Et enfin, les gens qui veulent être actionnaires de votre entreprise, ils ne sont pas toujours compétents, mais parfois ils le sont extrêmement. Hein. Et là, je vise la catégorie des actionnaires professionnels. Hein. Ce sont des gens qui vont devenir votre associé et qui connaissent mieux que vous les règles du jeu. Et vous vous souvenez de la table de poker avec les guns au début, la première image au début de la présentation? Eh bien, parfois, lorsqu'on a des actionnaires très compétents, pas toujours, mais parfois, et assez fréquemment, eh bien, à la fin d'un cycle d'investissement, on va se retrouver un peu dans cette situation à couteau tiré ou avec les fusils sortis. Vous pouvez éviter ça, en tout cas, c'est notre recommandation. Et si vous voulez, on en parle, bien entendu, euh, directement et hors ligne. Merci Patrick. Alors, est-ce que Franck a une question à poser? Micro. On t'entend pas. On t'entend toujours pas. Dont Zoom ne veut pas le laisser parler. On Je pourrait cherche. lui. Voilà, Là, Franck. Voilà, excusez-moi. Non, je n'ai pas de questions. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée de ne pas partager le capital? Euh, Ça me paraît assez évident, mais la tentation est forte. Mais j'aime bien l'idée de frugalité parce que dans les moyens pour échapper à cette tentation, euh, être cigale est tellement compliqué, c'est vraiment une lutte. Voilà ce que j'en pense. Être fourmi, peut-être, être Ah, frugal. pardon, oui. Mais en fait, tu vois, quand je te dis que la tentation est forte, le lapsus est là, Je peux le confirmer. au bout de mon nez. Mais ceci dit, être cigale à la fin, c'est compliqué. Oui, mais être les deux, en fait, cette conciliation des contraires que j'admire tant euh, comme lutte personnelle permanente. Mhm.
Et alors Patrick, j'ai une question pour toi. Tu mettais aussi la notion de la bourse comme un sujet, alors que souvent il y a dans cette notion de la bourse une création de fausses monnaies permanentes, enfin de monnaie en fait. Pourquoi de fausses? Et une forme de contrôle de la décision, puisque la bourse va rarement voter contre toi. C'est compliqué quoi, Alors, tu as raison, c'est certainement moins grave que le cas qu'on a vu cette semaine où les associés, donc c'est les sociétés non cotées, se déchirent. Mais ce qui se passe, c'est d'autres typologies de problèmes. Que en bourse, on va être à la mode ou pas à la mode. On aura des actionnaires de long terme ou des actionnaires de court terme. On aura des gens qui vont s'emballer à chaque nouvelle et surréagir à chaque mauvaise nouvelle. Donc, il y a des exemples hein, de gens qui sont en bourse depuis très très longtemps. On connaît une famille qui est en bourse depuis presque un siècle, je pense, maintenant. plus qu'un siècle, c'est 2002 ou 2005 de mémoire. Donc, Le siècle est à 2005, c'est ça. Donc, ils seraient en bourse depuis presque 120 ans et qui en sont très contents. Bon, alors, c'est juste que nous, on a vu aussi tout un tas de cas de sociétés cotées dirigées par des entrepreneurs à qui on a fait miroiter que l'introduction en bourse était une solution pour le financement. C'est surtout une solution pour certains actionnaires qui veulent se rendre liquides en réalité. Parce qu'une fois qu'on a fait son augmentation de capital, la première, hein, on peut rarement y retourner quand on est une entreprise moyenne. Et donc, la bourse n'est pas toujours l'endroit qui tient ses promesses. Et puis, par ailleurs, ça coûte extrêmement cher. Hein, il y a une série de contraintes lourdes qui portent sur les entreprises cotées. C'est normal d'ailleurs, hein, quand on vend des actions au grand public, c'est normal qu'on ait des contraintes supplémentaires. Mais sur le fond, c'est toujours pareil, c'est l'écart entre la perception et la réalité. On pense que c'est jouable, que c'est facile, que c'est intéressant, que ce soit pour vendre quelques actions ou donner quelques actions gratuites à un collaborateur, que ce soit pour accueillir un fonds d'investissement à son capital, ou que ce soit pour aller en bourse, ou que ce soit pour faire rentrer un grand groupe qu'on va appeler partenaire industriel et qui va prendre 25 ou 30% du capital, et en imaginant que ça va bien se passer. Et c'est ça qui nous frappe. C'est qu'il faut avoir vu des centaines de cas, des milliers de cas, et on a vu plus de 10 000 cas, donc on doit tangenter maintenant les 20 000 cas d'expérience. Eh ben là, on voit que c'est pas possible. C'est rarement que ça se passe bien. C'est pas la norme que ça se passe bien. Donc, ça existe. Hein. C'est comme les gars qui sautent de l'avion sans parachute. Il y en a qui survivent. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Voilà. Je suis un peu extrême dans mes propos. J'assume. Pourquoi? Chaque fois que je vois quelqu'un traverser sans regarder la rue, sans regarder s'il y a une voiture ou un cycliste qui arrive, bah, je trouve ça dommage. Je pense que c'est un risque qu'on peut éviter. Donc évitons-le. Et il existe des solutions. alors, question de Frédéric, tu as démarré en disant que c'était une erreur fréquente. Pourquoi fréquente? Eh bien, euh, vraiment pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. L'être humain et sa propension à la générosité. Le fait de chercher la justice, puisqu'il y a cette image que le capitalisme, le capitaliste, donc, c'est mauvais, c'est méchant, c'est tout ça pour faire devenir riche, etc. En fait, il ne s'agit pas de ça du tout. Ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est que en fait, la raison pour laquelle il ne faut pas partager le capital, c'est que vous ne pourrez plus prendre les décisions qui vous rendent libre, d'accord? Et vous ne pourrez pas organiser comme vous le voulez l'éventuel transfert de valeur le moment venu. C'est aussi simple que ça. Rien là-dedans qui dit je veux tout l'argent. Justement, c'est l'inverse. Il faut partager. Bon. Et puis, Frédéric, la grande raison, c'est euh, on cherche tous plus de ressources, plus de personnel, plus d'argent, plus de locaux. Moi, j'ai vu des gens à l'époque prendre du capital en échange de communication. Hein. Donc, allez, vas-y, je te fais une petite campagne de pub et tu me donnes des actions dans ta start-up. Quelle folie! Quelle folie! Et non seulement parce que, évidemment, on reçoit beaucoup moins en valeur réelle que ce qu'on a donné en capital, mais surtout que on espère que la publicité qu'on aura reçue en échange, dans le cas d'espèces, en capital,
contre du capital, elle créera de la valeur, mais on n'en sait rien du tout. C'est 2 ans plus tard qu'on le sait. Hein, donc c'est pour ça que la solution, c'est d'inverser le problème. C'est de dire on ne partage pas a priori, on partage a posteriori. On peut se mettre d'accord sur le mécanisme dès le début, avoir des règles, bien sûr, c'est pas le Far West, hein, mais on les applique lorsqu'on sait le mesurer. Et puis, tu disais, deuxième question, que les dirigeants mettent en valeur l'actionnariat des salariés. Alors c'est un point très intéressant. Et là aussi, il faudrait probablement faire une chronique entière sur le sujet. L'actionnariat des salariés, sur le fond, c'est pas un problème. Parce qu'à la limite, évidemment, les gens qui collaborent le plus directement à la création de valeur sont les salariés. Mais il faut le faire proprement. Vous trouverez sur la chaîne Melchion une longue vidéo de plus d'1 heure dans laquelle on explique un modèle consistant à isoler les salariés dans une société ad hoc, qui font qu'ils n'ont pas de droit de vote directement dans l'entreprise, mais indirectement. OK. Il faut faire ça de façon intelligente pour que ce ne soit pas les gens du début qui se partagent quelques pourcents du capital et qu'après les nouveaux, on n'ait plus de capital à leur offrir, donc un système dynamique. OK. Et sur le fond, n'oubliez pas qu'on ne cherche pas à faire le bonheur des gens à leur place. Donc n'imaginez pas que tout le monde a de l'affectio societatis. Et donc, si vous avez des collaborateurs qui en ont, pourquoi pas envisager des solutions. Si vous avez des collaborateurs qui n'ont pas d'affectio societatis, ne les emmenez pas dans cette aventure. Hein, c'est pas pour eux. Vous ne leur rendez pas service. Voilà. Donc, mais encore une fois, il y a tellement de choses là derrière qu'il faudrait dépacter pour avoir une conversation intelligente sur le sujet que merci d'avoir posé la question et pardon pour cette réponse un peu brève. Merci.